Le titre de mon exposé est évidemment au moins 1000 fois trop prétentieux, parce que quelqu'un qui pourrait dire ce qu'est le sens, je crois qu'il donnerait immédiatement la clé permettant de résoudre tous les problèmes philosophiques ambitieux que je n'ai pas. Tout ce que je veux et peux faire, c'est d'indiquer comment, en tant que linguiste, on rencontre, je ne dirais pas cette notion de sens, car cela impliquerait qu'on la connaisse, cette notion. Ce qu'on rencontre, c'est la nécessité d'employer dans le travail de description des mots comme sens ou comme signification, sans trop savoir exactement ce que ces mots veulent dire. L'objet du linguiste, ce sont des paroles, paroles orales, graphiques, gestuelles aussi, donc quelque chose qui apparemment est sensible, perceptible, c'est-à-dire audible ou bien visible. Ceci dit, le linguiste ne peut pas s'intéresser à toutes les émissions sonores ou à toutes les réalisations graphiques. Il s'intéresse seulement à celles dont on admet d'habitude qu'elles ont du sens ou servent à constituer des expressions qui ont du sens. Et plus précisément, nous nous intéressons aux entités qui ont du sens en vertu d'un ensemble de conventions sociales qu'on appelle la langue. Les objets sur lesquels nous travaillons se présentent donc dès le premier abord comme des objets perceptibles qui renvoient de façon réglée à quelque chose qui n'est pas perceptible. Et cet élément non perceptible, c'est ce qu'on appelle le sens. Il faut bien voir que je ne vous ai pas encore donné, et d'ailleurs je ne vous donnerai pas, une définition positive du sens, mais une définition purement négative. Le sens, c'est un absent signalé par certaines présences sensibles ou apparemment sensibles. Arrivé là, on a au moins deux possibilités. L'une, qui est choisie par les linguistes que l'on dit behavioristes, consiste à dire que ce sens, eh bien, on lui laissera son statut de grand absent. Dans cette perspective, l'existence du sens sert seulement à déterminer les objets auxquels le linguiste s'intéresse, à savoir des mots, des groupes de mots, des phrases, ainsi que les sons élémentaires qui servent à construire ces expressions douées de sens. Et on se contente alors de chercher les règles selon lesquelles ces éléments doivent se combiner, quel type de mots, par exemple, on doit choisir pour constituer des phrases elles-mêmes douées de sens. Il s'agit, en quelque sorte, de trouver les règles selon lesquelles la propriété avoir du sens se transmet d'objets relativement élémentaires à des objets plus complexes. Cependant, la plupart des linguistes ne s'en tiennent pas à cet ascétisme sémantique. Ils pensent que la langue, qui est leur objet d'étude, ne se contente pas de déterminer quelles expressions ont ou n'ont pas de sens, mais ils pensent qu'elle dit aussi quelque chose sur leur sens. Ou en d'autres termes, que la langue a sa manière à elle de remplir le vide constitutif de l'entité linguistique. C'est pourquoi la plupart des linguistes, passés et présents, se reconnaîtraient, je pense, sans trop rechigner, dans la célèbre déclaration de Ferdinand de Saussure, selon laquelle le signe est un objet à double face, une face perceptible, que Saussure appelle souvent face acoustique, et une face non perceptible, que Saussure appelle souvent face conceptuelle. La plupart des linguistes admettent aussi que la linguistique doit décrire à la fois l'une et l'autre de ces deux faces. Le linguiste n'aurait donc pas seulement à reconnaître
l'existence d'une absence, l'absence du sens, mais a donné quelque contenu, quelque épaisseur à ce que j'ai appelé le grand absent. Tout le problème est de savoir de quel type de contenu il s'agit, de quel type de choses on va mettre derrière l'aspect perceptible des entités linguistiques. C'est pourquoi j'ai pu dire que la plupart des linguistes adhèrent à l'image saussurienne d'un signe à double face. Ils y adhèrent en tout cas si l'on interprète cette dualité saussurienne comme une dualité de l'acoustique et du conceptuel, présentation que Saussure utilise souvent, mais il le dit lui-même pour des raisons surtout pédagogiques, introductives. À ce premier accord de la pratique linguistique courante avec Ferdinand de Saussure, s'en ajoute un second, à savoir que la plupart des linguistes, dans la mesure où ils reconnaissent la légitimité d'une sémantique linguistique, tentent de dire quelque chose sur ce que j'ai appelé, je le répète, le grand absent du signe, de le tirer de l'ombre, pour ainsi dire. Et là encore, d'après ce que je viens de dire, il se conforme au programme fixé par Saussure. Cependant, c'est pour ça qu'il y a problème, les linguistes sémanticiens, dans leur majorité, ont tendance à donner une caractérisation extralinguistique à la face non perceptible du signe. Ça les amène à reprendre avant tout l'expression conceptuelle dont Saussure se sert quelquefois, je l'ai dit, je le reconnais, et à donner peu d'importance au fait que Saussure, finalement, n'est pas content de ce mot conceptuel et qu'il lui préfère le terme signifié en déclarant que le terme concept est quelque peu trompeur. Quand Saussure parle de signifier, c'est toujours pour insister sur ce qu'il appelle son aspect négatif, ou encore, comme il dit quelquefois, oppositif. Entre parenthèses, il dit d'ailleurs la même chose du signifiant, lui aussi est qualifié de négatif et d'oppositif, et c'est provisoirement seulement que Saussure l'appelle acoustique. C'est pourquoi la reconnaissance du sens comme objet d'étude s'accompagne, chez la plupart des linguistes sémanticiens, d'une sorte de chosification de ce sens qui est vu comme une sorte de substance intelligible ou intellectuelle qui serait la contrepartie de la substance sensible. Et il me semble que s'ils avaient pris au sérieux les termes signifié, signifiant, eh bien, ils n'auraient pas opéré cette chosification. Je vais d'abord essayer de montrer que la dualité saussurienne, si elle est comprise d'une façon plus exigeante qu'on ne le fait d'habitude, est incompatible avec un certain nombre de conceptions sémantiques qui ont l'air de s'y conformer. Et puis, après, dans une deuxième partie, je tenterai de présenter les grands traits d'une théorie sémantique qui essaye, tout en décrivant le sens, donc tout en remplissant la case étiquetée signifiée dans le schéma saussurien, cette théorie sémantique essaye de garder quand même au sens son aspect négatif. Cette théorie essaye, et je vous assure que ce n'est pas facile, de décrire le sens comme absent et cependant de le décrire. Je commence donc dans une première partie par dire quelques mots de cette chosification du sens, de cette description du sens comme un objet réel qui serait la contrepartie non perceptible de cet autre objet réel que serait le signifiant. Dire que la réalité acoustique signifie une autre réalité, appelée sémantique, cela semble conduire à placer cette réalité signifiée
en dehors de la langue. L'image la plus courante de cette façon de voir est celle qui met en rapport le sens d'une entité linguistique avec les informations que cette entité nous donne sur le monde, avec, pour ainsi dire, la portion de réalité que l'entité désigne. Bien sûr, on va assez rarement jusqu'à dire que le sens d'une entité linguistique, ce sont les choses elles-mêmes, que le sens est un ensemble d'objets ou de situations auxquelles le mot et les phrases renvoient. On va rarement jusqu'à le dire, mais certains logico-linguistes du Moyen-Âge, et peut-être d'autres époques, je pense à Occam, le disaient explicitement, le sens, ce sont les choses. On préfère plutôt considérer le sens comme quelque chose qui, sans être en soi un élément du monde, permet de repérer, d'identifier des objets de la réalité. Le sens serait ainsi, d'une façon ou d'une autre, pour reprendre une expression de Frege, donateur de la réalité. Il y a bien sûr différentes façons de se représenter cette donation de la réalité par le sens. On peut voir le sens, par exemple, comme une sorte de réalité psychologique, comme un concept, comme un ensemble de propriétés. Les objets désignés par le signe seraient alors ceux qui correspondent à ce concept ou qui possèdent ces propriétés attachées au mot. Ainsi, le sens du mot « homme », ça serait ce qu'on appelle de façon très vague l'idée d'homme, idée qui permettrait de repérer parmi l'infinité des choses celle qui ressemble à cette idée. Je n'entre pas, bien sûr, dans toute la métaphysique de la participation entre les choses et les idées qui est postulée par une telle conception. Une autre façon de décrire le sens par rapport aux choses, c'est de présenter le sens d'une entité linguistique comme un ensemble de conditions de vérité. Et ça a une meilleure réputation dans le monde actuel. Le sens d'une phrase, je ne sais pas, par exemple, « la vie est belle », je prends un exemple un peu caricatural, évidemment, mais le sens d'une phrase comme « la vie est belle », ce serait l'ensemble de conditions auxquelles une situation doit satisfaire pour qu'il soit vrai d'énoncer à propos de cette situation, la phrase même « la vie est belle ». Évidemment, si j'avais pris non pas « la vie est belle » comme exemple, mais « la table est rouge », la conception en question semblerait plus vraisemblable. J'appellerais véritative cette conception du sens qui consiste à faire appel, pour le caractériser, à la notion de vérité. Et je voudrais dire deux mots sur cette conception, ou plus précisément sur une forme atténuée de cette conception, celle que l'on appelle théorie des actes de langage. Cette théorie, qui est issue de l'anglais Austin et qui a été développée en Amérique par Searle, cette théorie n'est qu'une forme, je le pense, n'est qu'une forme atténuée de la conception véritative, en ce sens qu'elle pose à l'intérieur du sens d'un énoncé une part qui n'est pas véritative et qui est appelée force illocutoire. La force illocutoire, c'est l'indication du type d'acte de langage accompli par le locuteur de l'énoncé. Ça peut être une promesse, une affirmation, un ordre, etc. Mais dans cette optique de la théorie du langage, il reste que c'est une conception véritative, car la force illocutoire, promesse, assertion, etc., est dite appliquée à un contenu propositionnel qui constitue la deuxième partie du sens et consiste, elle, en un ensemble de conditions de vérité permettant de repérer des situations effectives. Ainsi, en disant « Pierre est venu », j'appliquerai la force illocutoire d'affirmation à un contenu propositionnel, appelons-le « venu de Pierre », et ce contenu permettrait de reconnaître l'ensemble des situations dont j'affirme
que l'une d'entre elles se réalisera, ou s'est réalisée plus exactement, en disant que je promets que Pierre viendra, je prends l'engagement, ça c'est la force illocutoire, de faire que se réalise une de ces situations repérées par le contenu propositionnel venu de Pierre, et ainsi de suite pour tous les autres langues, et il en va de même pour tous les autres actes de langage. On voit que cette théorie des actes de langage, elle consiste finalement à introduire dans le sens des énoncés la grande séparation, la grande dualité qui domine la philosophie occidentale et qu'on peut appeler de façon très inexacte et un peu trop populaire la séparation du subjectif, représenté par la force illocutoire, et de l'objectif, représenté par le contenu propositionnel. Certes, dans cette conception des actes de langage, la totalité du sens n'est pas réduite à de l'extralinguistique, car on peut admettre que la force illocutoire, assertion, promesse, etc., qui constitue une part du sens, est une réalité linguistique, comment dire, sui generis. La langue se présente elle-même comme ayant un type particulier de pouvoir, comme étant une forme originale du faire. Mais la deuxième partie du sens, le contenu propositionnel, auquel s'applique la force illocutoire, et sans lequel la force illocutoire n'existerait pas, car promettre, c'est toujours promettre quelque chose, cette deuxième partie du sens nous fait sortir du domaine linguistique. Elle consiste en un simple moyen pour repérer, par l'énoncé de conditions de vérité, un certain ensemble de situations. Voici quelques exemples visant à mettre en doute cette possibilité, postulée par la théorie des actes de langage, d'isoler dans le sens d'un énoncé un contenu objectif. Premier exemple. Dire à propos d'un film, il est intéressant, ou à propos d'une réunion, elle a été très agréable. Est-ce que c'est vraiment ajouter une force illocutoire affirmative à une proposition susceptible de vérité ou de fausseté? Pour cela, il faudrait pouvoir déterminer à quelles conditions un film ou une réunion doivent satisfaire pour pouvoir être dites, respectivement, intéressantes ou agréables. Or, je vois mal comment définir ces conditions. Personnellement, j'ai été particulièrement sensible à ce fait en voyant un jour des parents qui essayaient d'empêcher leur enfant de jouer avec un chien et pour l'empêcher de jouer avec un chien, ils lui disaient « ne touche pas, c'est sale ». Essayons de nous placer un instant du côté de l'enfant. Que pouvait signifier pour lui, pour cet enfant, l'affirmation « c'est sale » ? Car il faut bien voir que l'enfant ne sait rien de l'adjectif sale, sinon que cet adjectif sert à justifier des ordres de ne pas toucher, de ne pas manger, de se tenir à l'écart. Certes, les parents avaient sans doute l'impression de donner une description du chien en disant « c'est sale », description dont il résulterait par un raisonnement tout à fait simple qu'il ne faut pas le toucher. Mais pour l'enfant, cette conclusion est interne, cette conclusion, il ne faut pas le toucher, est interne à la signification même du mot sale. C'est à travers cette signification, c'est à travers cette idée ne pas toucher que l'enfant apprend à comprendre le mot sale. Et on pourrait se demander s'il n'en est pas de même, en fait, pour les parents, malgré l'impression qu'ils ont peut-être d'effectuer une sorte de raisonnement. Car je crois qu'ils auraient bien du mal à définir la saleté autrement que par les interdits auxquels elle fait allusion. Je prends maintenant l'exemple d'énoncé impératif. Pour demander à quelqu'un de faire quelque chose, je lui dis « sois raisonnable ». Si j'analyse cet ordre à la façon de Searle, on dirait que j'applique une force illocutoire d'ordre à une proposition « tu seras raisonnable ».
En fait, c'est certainement pas cela que je fais. Ce que j'ordonne à mon interlocuteur, ce n'est pas d'être raisonnable, c'est de faire un certain acte, et pour cela, je qualifie de raisonnable l'acte en question. Le mot raisonnable dans ma phrase, il ne sert pas à construire une proposition, il contient dans son sens même la fonction de justification. Sa valeur sémantique consiste à présenter un acte comme devant être fait. Il y a ça à l'intérieur du mot raisonnable. Et ce que je voudrais, quand j'aurai à décrire sémantiquement cet adjectif, c'est indiquer dès le début les fonctions argumentatives que cet adjectif possède, c'est-à-dire le type de justification qu'il permet. C'est en cela, pour moi, que consiste son sens, donc ses argumentations internes au mot, et non pas dans un contenu propositionnel, même si l'on prend soin de signaler que ce contenu n'est qu'une partie du sens. J'en viens maintenant à la seconde partie de mon exposé. Je dois montrer de façon positive que l'on peut décrire la face signifiée du signe, c'est-à-dire le correspondant non perceptible du signifiant, sans faire intervenir les choses extralinguistiques. En d'autres termes, il me faut maintenir que le sens, tout en étant fondamentalement l'autre, le non-entendu, le non-vu d'un discours, n'est pas cependant autre chose que la langue, n'est pas ce qui accroche la langue à un domaine de réalité distinct d'elle. Vous le devinez, parce que vous avez deviné que j'avais une grande admiration pour Ferdinand de Saussure, je vais encore recourir au patronage de Saussure. Non pas bien sûr aux Saussure du couple image acoustique-concept, mais aux Saussure, à mes yeux, beaucoup plus fondamentales du couple signifiant-signifié. L'idée centrale de ce qui pour moi est le vrai Saussure, cette idée centrale, c'est celle de valeur. La valeur d'un signe, pour Saussure, ce sont ses rapports avec les autres signes du système linguistique dont il fait partie. Et pour lui, par exemple, le signifié d'un signe, ce que j'ai convenu d'appeler son sens, c'est une partie de sa valeur, c'est-à-dire une partie des rapports que ce signe, considéré comme totalité, entretient avec les autres signes. La même chose vaut d'ailleurs pour le signifiant, qui est constitué lui aussi par des rapports entre le signe et les autres, la différence entre signifiant et signifié étant qu'il ne s'agit pas des mêmes rapports. On voit quel est l'impact de la substitution du couple signifiant-signifié au couple image acoustique-concept. Le couple image acoustique-concept laisse entendre qu'il s'agit de réduire le signe à l'association de deux objets, l'image acoustique, le concept, qui existeraient indépendamment de lui. Le choix des mots signifié et signifiant sert au contraire à inscrire le signe lui-même, pris comme totalité, dans chacune de ces deux parties. C'est une inscription dont Saussure signale lui-même le caractère paradoxal et même apparemment contradictoire. Le problème est évidemment de savoir quel type de rapports vont être pris en considération. Et sur ce point, la théorie que je vais esquisser maintenant, elle perd ses attaches avec Saussure et il est bien possible qu'elle déplaise à beaucoup de linguistes qui se réclament de Saussure. La théorie en question, dont je vais parler pour cette fin de mon exposé, la théorie en question a pour origine la théorie que Jean-Claude Anscombre et moi avons, on peut dire, initiée depuis au moins une vingtaine d'années sous le nom de théorie de l'argumentation dans la langue. Le mot important, c'est « dans ». Nous voulons que l'activité d'argumentation soit dans la langue. Marion Carrel, avec qui je travaille actuellement, a récemment transformé cette première esquisse que Anscombre et moi avions commencée en faisant une théorie qu'elle appelle
théorie des blocs sémantiques. Et c'est à cette théorie des blocs sémantiques que je vais surtout me référer dans ce qui suit. D'une façon générale, la théorie de l'argumentation dans la langue, elle est fondée sur la décision de n'entendre, quand on parle du sens d'une entité linguistique, de n'entendre rien d'autre qu'un certain ensemble de discours que cette entité évoque. Le sens d'un mot, ce sont des discours évoqués par ce mot. Quand je parle d'entité linguistique, il peut s'agir d'un mot, il peut s'agir d'un groupe de mots, il peut s'agir d'une phrase, et ça n'importe pas du tout pour notre point de vue général. Notre point de départ, quand nous avons construit cette théorie de l'argumentation dans la langue, c'est un point de départ qui maintenant est très lointain. Notre point de départ a été une tentative de description des mots peu et un peu. Vous savez, il y a un linguiste arabe, spécialiste du correspondant arabe du mot français même, qui a consacré toute sa vie, ça se passait au Moyen-Âge, à la description de même et qui, sur son lit de mort, aura eu comme dernière parole « Je meurs et je n'aurai pas épuisé tous les sens de même ». Eh bien, je crois que je vais mourir sans avoir réussi à trouver une description satisfaisante de peu et un peu sur laquelle je travaille depuis un nombre considérable d'années. Comment décrire la différence de sens entre « j'ai peu dormi » et « j'ai un peu dormi » ? C'est là le problème de base. Il nous a semblé impossible de décrire cette différence par des propriétés extralinguistiques. Par exemple, selon nous, il est impossible de recourir à des notions référentielles comme la quantité et de dire que dormir peu, c'est dormir moins longtemps que dormir un peu. On aurait une échelle avec un peu qui est moins et peu qui est, avec peu qui est moins et un peu qui est plus. Je pense que ça n'a aucun rapport avec le fonctionnement linguistique de ces mots. Il est impossible aussi, selon nous toujours, de recourir à des notions cognitives ou conceptuelles, comme l'idée de suffisance, suffisance qui serait signalée par un peu, on a souvent utilisé ça comme description possible, et l'idée d'insuffisance qui, elle, serait signalée par peu. J'ai peu dormi, ça signifierait j'ai dormi de façon insuffisante. Car on peut très bien dire que l'on a peu dormi, mais que pourtant, ça a tout à fait suffi. Ou bien on peut dire que l'on a un peu dormi, mais que pourtant, ça n'a pas suffi du tout. C'est donc pas l'idée de suffisance ou d'insuffisance, l'idée de suffisance ou d'insuffisance qui constitue le sens intrinsèque de peu ou de un peu. Ce qui est, selon nous, discriminant, c'est le fait que, après avoir dit « j'ai peu dormi », si je veux enchaîner sur une phrase marquant la suffisance, je dois utiliser un « pourtant ». J'ai peu dormi, pourtant, ça a été suffisant. Et de même, après avoir dit « j'ai un peu dormi », si je veux enchaîner sur une phrase marquant que c'est insuffisant, là encore, je dois enchaîner avec un « pourtant ». Des observations de ce genre, auxquelles nous donnons une valeur non pas secondaire, mais vraiment basique, ce n'est pas du tout une valeur dérivée, pour nous c'est une valeur fondamentale. Les observations de ce genre nous amenaient à décrire le sens de ces mots « peu » et « un peu » par l'effet qu'ils ont sur les continuations à donner aux phrases où ils entrent. Tout ce que nous nous sentions capables de dire de ces mots, c'est le rôle qu'ils ont dans le discours. Et pour nous, cette contrainte exercée sur la suite du discours, c'est la seule chose que nous puissions, avec certitude,
insérés à l'intérieur de leur sens, insérés à l'intérieur de cette case signifiée et prévue dans le signe de Saussure. Et je vous demande de me faire confiance, ces mots peu et un peu, malgré tout l'amour que j'ai pour eux, ne sont pas les seuls dans ce cas. Encore un exemple, si vous voulez bien, songez à des adjectifs comme près et loin. Quelqu'un vous demande à quelle distance se trouve, à quelle distance d'ici se trouve, disons, le Louvre. Bon, vous pouvez aussi bien indiquer cette distance en disant c'est près et indiquer cette distance en disant c'est loin. Donc, la distance, on peut toujours la qualifier de près ou de loin comme on le désire. Mais la différence, c'est que dans le cas où vous dites c'est près, vous pouvez continuer, donc allez-y à pied, ou pourtant n'y allez pas à pied. Et dans le cas de c'est loin, il vous faudra continuer, donc n'y allez pas à pied, ou bien pourtant vous pouvez y aller à pied. Vous voyez vers quel programme de travail ces observations que Jean-Claude Anscombre et moi nous faisions dès le début, vers quel programme ces observations nous mènent. Essayer de construire une description sémantique consistant uniquement à donner la valeur des mots dans le discours. Et ici, j'emploie le mot valeur, ou le terme valeur, au sens technique qu'il a dans Saussure, c'est-à-dire qu'il s'agit des rapports du mot avec d'autres mots. Donc le sens d'une entité linguistique seraient les rapports discursifs qu'il entretient avec d'autres, ou qu'elle entretient avec d'autres entités linguistiques. Le grand problème dans cette construction d'une linguistique sémantique discursive, c'est de choisir les rapports que l'on va considérer. Mes exemples de peu et de loin montrent déjà qu'il s'agit pour nous de rapports discursifs. Mais là encore, il faut choisir parmi les rapports, parmi les discours évoqués, parce qu'il y a une infinité complètement désordonnée de discours qui sont évoqués par chaque mot. Il faut donc choisir un type particulier de discours et le considérer comme basique. Eh bien, nous avons décidé maintenant, surtout dans cette théorie des blocs sémantiques que nous développons actuellement, nous avons décidé de considérer comme basiques deux types de discours. D'une part, les enchaînements de deux énoncés au moyen d'un connecteur du type de donc, ça peut être un autre mot que donc, et d'autre part, les enchaînements de deux énoncés au moyen d'un connecteur, d'une liaison du type de pourtant. Un mot d'abord sur la raison du privilège que nous donnons à ces enchaînements en donc et en pourtant. Car vous pourriez me dire qu'après avoir été fanatique de peu et un peu, maintenant je me mets à être fanatique de donc et pourtant, et on ne sait pas davantage pourquoi je fais un choix que l'autre. Mais là, je crois quand même qu'il y a une raison. La raison de ce privilège, c'est que dans ces enchaînements en donc ou en pourtant, les deux énoncés enchaînés n'ont pas de réalité sémantique indépendante qui pourrait se décrire abstraction faite de leur enchaînement. Quand j'ai A, donc B, je ne peux pas dire A signifie quelque chose, B signifie quelque chose, et puis donc indique ensuite un rapport entre A et B. Dans un enchaînement en donc, je prends un exemple tout à fait banal, il fait chaud, donc Pierre doit être content. Vous voyez que la chaleur indiquée dans le premier énoncé n'est pas quelconque. Cette chaleur, elle n'est déterminée que par le fait qu'elle est susceptible d'entraîner le contentement de Pierre exprimé dans le deuxième énoncé. C'est pas « il fait chaud en soi-même », ça ne veut rien dire, c'est « il fait une chaleur telle que Pierre puisse en être content ». Et il en est de même pour le contentement dont il est question dans le deuxième énoncé. Ce contentement, ce n'est pas le contentement général, c'est ce type de contentement que peut entraîner la chaleur mentionnée dans le premier énoncé avant donc. On pourrait faire la même analyse pour les énoncés en pourtant
et arriver à cette conclusion que les enchaînements en donc et pourtant résistent à toute tentative de description extralinguistique. Ils ne peuvent pas être décrits comme une relation établie entre deux propriétés, par exemple chaleur et contentement, réelles et indépendantes du discours, car chaque segment est incompréhensible en dehors de sa liaison avec l'autre au moyen du connecteur donc ou pourtant. Sur quelques exemples élémentaires, je vais montrer comment un mot peut être décrit au moyen de ce genre d'enchaînement, en donc ou en pourtant. J'envisagerai d'abord un verbe comme travailler. Ce que demande la conception sémantique présentée ici, c'est de trouver des discours en donc et en pourtant évoqués par les énoncés où intervient le mot travailler. C'est d'ailleurs ce que font explicitement la plupart des dictionnaires. Je prends comme exemple Petit-Larousse qui propose comme définition pour travailler soutenir un effort en vue de. En vue de, c'est un donc, en vue d'obtenir un résultat. Transcrite dans notre théorie, cette définition du Larousse signifie que l'on peut, après avoir signalé que Jean travaille, continuer, donc il a dû obtenir des résultats, ou tout aussi bien d'ailleurs, pourtant il n'a obtenu aucun résultat. Là où on peut dire donc, on peut aussi bien dire pourtant, à condition d'inverser la conclusion, d'inverser le membre de droite. Mais aussi bien le pourtant que le donc associent le travail à l'idée de résultat. D'autres enchaînements sont également évoqués par le verbe travailler. Ainsi, on pourrait avoir donc il doit s'être fatigué ou pourtant il ne s'est pas fatigué. C'est-à-dire qu'on est fatigué à cause du travail et on n'est pas fatigué malgré le travail. Vous m'objecterez peut-être que les enchaînements que j'ai cités, donc fatigué, donc résultat, expriment seulement des constatations empiriques. On sait par expérience que le travail fatigue et qu'il produit des résultats. Bon, d'une part, c'est une expérience que je n'ai pas tellement, mais ce que je vais répondre surtout, c'est que pour ces explications empiriques, par l'évidence de la vie quotidienne, ces explications empiriques, elles supposent un problème résolu. Pour constater, pour expérimenter que le travail apporte des résultats ou qu'il fatigue, il faudrait d'abord, préalablement, il faudrait d'abord avoir une définition du travail indépendante de l'idée de résultat ou de fatigue et observer ensuite, mais ensuite seulement, que la plupart du temps, quand il y a du travail, il y a fatigue et résultat. Mais justement, je mets en doute cette possibilité de construire une telle définition préalable du travail indépendamment des donc ou des pourtant qu'on peut lui associer. Un dernier exemple sur ce point, imaginons une ascension en montagne faite par un guide avec son client. Au retour, vous pouvez très bien imaginer que le guide dise à sa femme qu'il a travaillé, parce que la course lui a rapporté de l'argent. Mais le client, s'il disait à sa femme « Ah, aujourd'hui, j'ai bien travaillé », je pense que sa femme se moquerait un petit peu de lui, parce qu'elle ne voit pas les résultats de ce soi-disant travail. Dans l'exemple que je viens de donner, les enchaînements qui m'ont servi à décrire l'entité linguistique travailler contenaient cette entité elle-même. C'était travail, pour décrire travail, j'avais travail donc fatigue, ou bien travail donc résultat. Bon. Ce que j'exprimerai en disant que les enchaînements dont j'ai parlé jusqu'ici sont des enchaînements externes. Quand je dis externes, ça ne les empêche pas d'être pour nous intrinsèques au signifié même du mot que je décris avec eux, c'est-à-dire du mot travail. Ils sont intrinsèques à la signification de ce mot,
mais ils sont externes en ce sens qu'ils contiennent ce mot. Je voudrais, pour finir, signaler un autre type d'enchaînement que nous appelons interne. Ce sont des discours autorisés par l'entité linguistique décrite, par exemple par le mot, mais où celle-ci n'apparaît pas. Prenons d'abord l'exemple d'un énoncé causatif, indiquant un rapport cause-effet, comme la chaleur a fait fondre la neige. On peut l'expliciter. Il me semble qu'il ne fait qu'expliciter un enchaînement comme le temps a été chaud, donc la neige a fondu. Et cet enchaînement en donc est interne à l'énoncé la chaleur a fait fondre la neige. On peut aussi penser à un adjectif comme prudent. Bien sûr, il évoque des enchaînements externes auquel il appartient, comme Pierre est prudent, donc il n'aura pas d'accident, ou pourtant il a eu un accident. Mais la qualification d'un homme comme prudent autorise aussi à faire, à propos de lui, des discours du type « quand il y a du danger, il prend des précautions ». Et les enchaînements de ce genre sont pour moi internes au mot « prudent ». Prenez également l'exemple d'un adjectif comme « indulgent ». Je pense qu'il contient lui, des enchaînements en pourtant. Dire que quelqu'un a été indulgent, c'est dire qu'une faute a été commise et que pourtant, il ne l'a pas punie. On notera que dans un cadre structural, je peux tenir ces enchaînements comme éléments de la définition des adjectifs prudent ou indulgent, sans être obligé pour autant de dire ce dont je serais à coup sûr tout à fait incapable, ce que signifient les mots danger, précaution, faute ou punition dont je me suis servi pour expliciter l'argumentation interne des mots que je décris. Donc je peux vous dire que prudence et danger, donc précaution, sans être tenu de vous dire qu'est-ce que ça signifie danger, qu'est-ce que ça signifie précaution. Et pourquoi cela ? Parce que mes descriptions sémantiques ne font que mentionner les discours liés aux mots que j'ai décrits. Elles ne prétendent pas du tout permettre de reconnaître les objets auxquels ce mot peut et ne peut pas être attribué. On ne me fait donc absolument pas une objection si on note que je décris un terme par des termes que je ne sais pas définir, alors qu'on me ferait cette objection si je faisais un dictionnaire. Pour Saussure, on le sait, les rapports d'un signe avec les autres, rapports dont certains constituent le signifiant et d'autres le signifié, ces rapports forment un système, comme dit Saussure, un système, c'est-à-dire un ensemble où, comme dit Saussure, tout se tient. Alors, nous ne pourrions espérer réaliser dans le domaine du sens le programme saussurien. Nous ne pouvons le faire que si nous montrons que les enchaînements en donc et en pourtant, constituant selon nous le sens des entités linguistiques, obéissent à des règles systématiques. Et je vais le montrer sur un seul exemple. Cet exemple, c'est l'effet de la négation sur le signifié d'une entité linguistique. Il me semble que cet effet peut être décrit de façon systématique si ce signifié est donné sous forme d'enchaînement en donc ou en pourtant. Ainsi, nous avons énoncé une règle selon laquelle, si le sens d'une entité, appelons-la E, comporte à titre interne un enchaînement ceci, donc cela, eh bien, la négation de E comportera à titre interne l'enchaînement ceci, pourtant négation de cela. Je reprends un de mes exemples. Pierre a prudence et danger, donc précaution. Pierre a été prudent, danger, donc précaution. Il n'a pas été prudent, c'est il y avait du danger, pourtant il n'a pas pris de précaution. Et la même chose vaut pour les enchaînements, pour les mots qui ont des enchaînements internes en pourtant. Indulgent, c'est faute, pourtant pas de punition, et pas indulgent, c'est faute, donc punition. Il me reste, pour finir cet exposé,
à rappeler en 2 mots les propositions que j'ai faites et rapidement illustrées. Je suis parti de l'idée que le sens, c'est l'absent du signe. La linguistique sémantique se propose malgré tout de décrire ce sens, cet absent. Et tout le problème, c'est de le décrire sans le transformer en chose ou en substance. Il s'agit de le décrire sans lui donner une réalité. Pour ce faire, la théorie sémantique que je vous ai présentée à la fin, cette théorie demande de ne pas décrire le sens au moyen de données empruntées à un domaine qui ne serait pas la langue. Car ce qu'un linguiste appelle réalité, c'est simplement ce qui, selon lui, est l'objet d'autres sciences et appartient à un autre domaine que celui sur lequel il travaille. Il nous a semblé possible de remplir ce programme si on décrivait les mots et les phrases par un type particulier de discours, à savoir les enchaînements d'énoncés ayant soit la forme que nous appelons normative, en donc, soit la forme que nous appelons transgressive, en pourtant. De plus, en posant ainsi que le signifié d'une entité linguistique est un enchaînement avec d'autres entités linguistiques, eh bien, j'ai essayé de le montrer tout à la fin, il est peut-être possible d'obtenir une description systématique de ce que nous appelons le sens. Par là, nous pouvons espérer donner une forme substantielle à une idée utilisée souvent pour nier la possibilité même d'une sémantique linguistique du langage, à savoir l'idée que les mots n'ont pas de sens en eux-mêmes, mais seulement un sens, mais leur sens, ils le reçoivent de l'infinité ouverte de leurs utilisations possibles dans le discours. Bien, nous reprenons, si on veut, cette idée, mais nous ne la reprenons pas contre la sémantique linguistique, nous la reprenons à l'intérieur de la sémantique linguistique. Pour nous, il est possible de constituer une notion de sens qui réduise le sens à un ensemble de possibilités discursives et en même temps qui lui donne le caractère systématique exigé d'un objet de science. Il nous semble donc qu'on peut construire une science systématique du sens linguistique en se fondant sur des idées généralement utilisées, au contraire, pour déconstruire cette prétention à une science systématique aussi du sens linguistique. Donc, je crois qu'on peut retourner contre elle cette propre idée, à condition d'être saussurien, à condition de voir le sens comme du discours. Voilà tout ce que j'avais à vous dire. Merci Oswald Ducrot. Oswald Ducrot a parlé, donc vous avez la parole. Pourtant, il faudra que nous arrêtions à 19h45, donc je m'excuse par avance auprès des personnes qui n'auraient pas le temps de poser la question. Alors, des micros sont à votre disposition pour pouvoir être entendus de tous. Il suffit de lever la main. Voilà, il y a une ici, s'il vous plaît. Et de l'autre côté, ici. Alors, il y a un problème, c'est que j'ai une très mauvaise audition et je dois m'approcher des personnes qui parlent. Avec un micro. Ne vous inquiétez pas, ça sera avec un micro. Ça sera avec un micro. Oui, bon. Voilà. Allez-y, allez-y. Posez votre question. Non, allez-y. Ça parle? Oui, oui. Bon. Alors, monsieur, je voulais vous demander si, dans votre vision de la question traitée aujourd'hui, vous éliminez complètement tout ce qui est connu sous le nom de philosophie pragmatique. Oui. Bon. Alors, je vais répondre oui. Ce qui est un oui douloureux, puisque j'ai moi-même beaucoup travaillé dans ce qu'on appelle pragmatique.
Si par pragmatique, on entend la description des causes et des effets réels d'un énoncé, eh bien, la pragmatique ne m'intéresse pas plus que la description référentielle des énoncés par le type de choses ou de situations qu'ils représentent. On peut dire, en revanche, que ma description est pragmatique si, par pragmatique, on entend, enfin, si on pense que l'évocation du discours est pragmatique. Ça, c'est comme on veut, mais dans le sens habituel de pragmatique, où pragmatique, c'est la description de ce qui cause et de ce que cause un énoncé, eh bien, il s'agit à ce moment-là de descriptions réalistes qui n'ont pas de place dans la conception que je vous présente. Bonsoir. Je vous remercie d'avoir fait naître un soupçon d'espoir. La question que je vous pose concerne l'utilisation du terme « noir » qui s'applique à un peuple. À partir de l'exemple que vous avez utilisé pour faire la démonstration de la saleté, Oui. le désir d'objectivité de la mer, oui. Je voudrais savoir, selon votre nouvelle définition, ne pas vouloir chosifier, oui. Le sens, comment vous percevez la chose, comment vous pouvez nous expliquer où il faudrait s'organiser pour donner à ce terme qui est utilisé de manière très négative et très péjorative, pour pouvoir créer même pas une illusion, mais enfin donner un espoir nouveau au peuple qui subit cette situation. Je vous remercie. Alors, ce que je peux répondre, c'est que, pour ma part, je donnerai au mot « noir » exactement, non pas la même, mais une description du même type que celle que j'ai donnée pour l'adjectif sale ou que je donnerais aussi bien pour l'adjectif propre, enfin, pour n'importe quel adjectif, quel qu'il soit. Pour décrire noir dans notre langue actuelle, parce que le langage évolue, on ne peut décrire qu'un certain état de langue. Pour décrire noir dans notre langue actuelle, j'essaierai de montrer quel type de discours peuvent être introduits par des donc ou par des pourtant après l'indication qu'une chose ou une personne sont noires. Et ça serait une description argumentative que je donnerais du mot noir, où n'interviendrait pas la longueur d'onde de la couleur désignée par le mot noir. Donc, moi, je dirais, pour moi, décrire noir, je n'ai pas fait cette description, mais si je la faisais, ça consisterait à voir à quoi sert, dans le discours, l'utilisation du mot noir. Quels sont les donc et les pourtant qui peuvent le suivre? Maintenant, il reste un autre problème. J'ai dit qu'il y avait deux types d'enchaînements pour décrire un mot. Les enchaînements externes, ce sont ceux dont je viens de parler et qui sont essentiellement des évaluations attachées au mot noir. Et puis, il y a les enchaînements internes du type de ceux que j'ai imaginés pour prudent, pour indulgent. Vous vous rappelez, indulgent, c'est une faute a été commise, pourtant il n'a pas puni. Alors, quels sont les enchaînements internes au mot noir? Ça, j'arrive pas pour l'instant, mais vous savez, c'est une théorie qui en est à ses débuts. Je n'arrive pas pour l'instant à répondre à la question. Je vois bien les enchaînements externes, les enchaînements internes, pour l'instant, je ne vois pas comment les présenter. Oui, je voudrais poser une question naïve, parce que je ne suis pas du tout spécialiste. Les phrases que vous avez analysées et qui sont très intéressantes sont des phrases assez complexes. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt, quand on fait de la linguistique, à partir de mots extrêmement simples? Moi, je ne sais pas, le deuxième mot qu'a prononcé ma fille quand elle avait 2 ans, c'était le mot pomme. Alors peut-être qu'on peut relier le sens du mot pomme à un objet qui est sur une table et qui est à côté d'elle, etc. Puis on peut peut-être compliquer progressivement. Ensuite dire, je ne sais pas, le chat est sorti. Et puis simplement après, prendre des phrases complexes. Par exemple, déjà manger la pomme signifie peut-être
qu'il y a un plaisir là-dedans, une volonté, etc. Et donc avoir un travail d'analyse qui parte de sens très simples et qui aille ensuite à des sens complexes avec toutes leurs conséquences psychologiques. Bon, je vous remercie de cette question qui me permettra de donner une réponse en ce qui concerne ces rapports, enfin, cette méthodologie du simple, du complexe. Il est sûr qu'il faut commencer par le simple pour arriver au complexe. Ça fait partie de la méthodologie de toutes les sciences, au moins dans le monde occidental. Il faut commencer par ce qui est simple. Maintenant, le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est simple et qu'est-ce qui est complexe. Et ça, c'est pas facile du tout. Quand votre fille emploie homme, est-ce que c'est une notion simple qu'elle désigne par homme? Moi, j'en sais rien du tout. On ne sait pas ce qui est simple. Moi, il me semble qu'un mot comme prudent, ça peut apparaître comme un mot simple, mais j'y découvre une certaine complexité. Si on donnait les mots simples, moi, et si j'avais si vous voulez, je crois que les conclusions auxquelles quelqu'un arrive sont liées à la conception qu'il se fait du simple et du complexe. Autant d'idées du simple et du complexe, autant de théories scientifiques, parce que ça n'existe pas en soi, le simple et le complexe. Et si vous voulez, j'appliquerai ma théorie à l'analyse du mot simple, et je dirais que le simple, qu'est-ce que c'est le simple? C'est ce par quoi il faut commencer. Et c'est tout. Hein, je n'ai rien d'autre à dire. Oui. Oui, bonjour. Nous avons parcouru ici les différentes parties du cerveau. Nous avons abordé l'idée de conscience aussi. Je m'intéresse à l'accès à la conscience, oui, et à la transaction entre deux individus. Et vous ne répondrez peut-être pas tout de suite à cette question, il faudra peut-être des années. Je voulais entendre une réflexion sur le sens en tant qu'accès partagé à la conscience. Oui. Je veux dire par là, vous preniez par exemple tout à l'heure un exemple, il fait chaud. Je peux avoir un accès à ma conscience par mes sens, une partie du cerveau qui, de façon sensorielle, analyse la température. Vous pouvez aussi me dire, bon, ben, il fait chaud dehors, prends pas ton pullover, j'aurai conscience qu'il fait chaud parce que vous me l'avez dit. C'est un accès à ma conscience. Est-ce qu'on peut étudier le sens en tant que trait d'union entre deux accès à la conscience? Oui. Alors, pour moi, c'est certainement possible et souhaitable. Je sais très bien qu'il y a des conditions sociales, qu'il y a des conditions physiologiques à la transmission de paroles ayant du sens. Mais, comment dire, pour moi, ce n'est pas mon problème. Moi, je travaille sur le sens en lui-même, et encore sur le sens, parce que personne ne sait ce que c'est que le sens, sur une certaine conception que je vous ai présentée du sens comme ensemble de discours évoqués par un mot. Alors, est-ce que le sens tel que je définis, le sens tel que je l'ai défini, par quel canot est-ce qu'il arrive à la conscience et à travers quel processus il permet la communication entre individus, pour moi, c'est un problème qui viendra après. Mais je ne veux pas fonder ma conception du sens sur une étude préalable des conditions soit sociales, soit psychologiques, soit physiologiques, soit cognitives de la communication. Je pense que de la première partie de votre discours, on peut tirer une question. Le simple fait d'énoncer un projet, c'est pas à l'accomplir un peu déjà? Vous parlez du projet que je vous présente actuellement. Le projet qu'on annonce. Ben oui, énoncer un projet, c'est bien sûr,
enfin, il faut en tout cas l'espérer, croire qu'il y a des possibilités de l'accomplir, et pour croire qu'il y a des possibilités de l'accomplir, il faut commencer, pour ainsi dire, à l'accomplir. Le projet sémantique dont je vous parle, je n'aurais pu le concevoir, je ne peux le concevoir qu'en commençant à l'accomplir à travers quelques exemples dont je vous ai donné quelques échantillons, quelques exemples de ce travail de réalisation du projet. Et, quant au projet dont il avait été question avant, c'est-à-dire le projet d'étudier le sens dans ses rapports avec l'accès à la conscience, personnellement, c'est un projet qui n'est pas le mien et que je n'ai pas commencé du tout à accomplir. Donc, moi, je veux bien qu'il existe, si vous voulez, mais ce n'est pas ce que je fais. Je ne peux pas dire autre chose. Plus qu'une question à Oswald Ducrot, ce que je souhaite, c'est rebondir sur la remarque de Madame tout à l'heure qui était préoccupée que le mot noir soit dévalorisé quand il s'appliquait à des personnes. Depuis une dizaine d'années ou un peu plus, en français, il y a un phénomène qui est apparu et qui, moi, me donne un petit peu d'espoir, que je trouve assez intéressant, c'est que pour parler des Noirs, on parle des Blacks. Alors, les Noirs, c'est vrai que ça reste péjoratif, les Blacks, ça ne l'est plus du tout. Les Blacks, c'est les Noirs qui font de la musique, c'est les Noirs qui paraissent à la télévision, c'est les Noirs positifs. Et je trouve que la langue a inventé là quelque chose d'assez astucieux et puis finalement d'assez réconfortant et qui, provisoirement peut-être, donne un début de solution à la question que vous posiez. Je ne sais pas. Moi, je le sens comme ça. Moi, je ne peux qu'aller dans votre sens. Et ce que vous signalez, c'est que dans l'évolution sémantique d'un mot, il y a l'intégration à ce mot d'autres discours, et quelquefois, cette intégration d'autres discours amène à créer un nouveau mot qui, justement, est spécialisé dans ces autres discours et ne signifie plus les discours premiers. Si on trouve ces autres discours particulièrement importants, eh bien, on leur donne un signifiant, black par exemple, et le signifié de ce signifiant ne comporte plus les discours péjoratifs qui lui étaient liés initialement au mot noir. Merci, monsieur, pour votre exposé. Merci beaucoup. Je voulais savoir si j'ai compris une partie de ce que vous avez exprimé, parce que je ne suis pas linguiste. Et j'ai noté ceci, que pour s'exprimer, il faut utiliser une langue, que cette langue emploie des mots, oui, mais que le sens de la langue ne réside pas dans le sens individuel de chaque mot. C'est-à-dire que j'ai noté ceci, la langue est un code qui met en relation une forme et une expérience et qui permet de transmettre cette même expérience. Maintenant, la manière dont cette expérience est comprise, c'est autre chose. Merci, monsieur. Bon, là, ce que vous venez de dire, je pense que ça découle de ce que j'ai dit, mais ce n'est pas explicitement ce que j'ai dit. Enfin, c'est une conséquence tout à fait probablement nécessaire de ce que j'ai dit, ou peut-être un postulat préalable d'une façon nécessaire à ce que j'ai dit, mais ce n'est pas exactement le contenu même de ce que j'ai dit. C'est-à-dire que j'ai bien sûr, chemin faisant, évoqué l'idée de langue comme code en disant que les phénomènes d'expression que le linguiste, qui intéressent le linguiste, sont uniquement des phénomènes codés, mais je n'ai pas réfléchi sur cette notion de code, si vous voulez. Moi, j'ai réfléchi sur ces phénomènes qui se trouvent être codés, sans tenir compte du fait qu'ils sont codés. Je me suis demandé, qu'est-ce qui est codé? Je ne me suis pas demandé à quoi revient le fait d'être codé. Donc, bien sûr, moi, je suis tout à fait d'accord pour
pour insister sur l'importance du code, mais ce qui m'intéresse, moi, ce n'est pas le rôle du code, c'est ce qui est codé. Et je présuppose qu'il y a un code, si vous voulez. Oui. Monsieur. Oui. J'ai été étonné que vous ayez dit que dans une phrase du type il fait beau, donc Pierre est content, qu'il n'y ait pas de lien logique a priori entre ces deux propositions. Parce qu'il me semble, moi, qu'il y en a un qui pour moi est clair, c'est qu'il s'agit d'un syllogisme dont simplement l'un des prémices, ou l'une des prémices, j'ai oublié de quel genre est le mot prémisse, est virtuel. Si je dis Socrate est un homme, donc Socrate est mortel, je signale simplement l'existence d'un prémisse virtuel qui est tous les hommes sont mortels. Et de la même façon, si je dis il fait beau, donc Pierre doit être content, je ne fais que signaler l'existence d'un prémisse virtuel que mon donc suffit à indiquer. Lorsqu'il fait beau, Pierre est content. Bon. Alors, un mot là-dessus. Personnellement, d'une part, je n'avais pas pris l'exemple « il fait beau », qui serait plus compliqué, mais l'exemple « il fait chaud », pour montrer... Non, non, c'est un exemple important parce que ça sert à montrer que le type de chaleur qui est indiqué dans la partie antérieure de l'enchaînement ne peut être compris qu'à partir de la conclusion du contentement. Bon. Maintenant, pour « il fait beau », bien sûr que j'y ai pensé aussi, mais je dirais que l'idée de contentement fait partie du sens même du beau temps. Et c'est pour ça qu'on emploie le mot « beau ». Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un beau temps? C'est un temps susceptible de satisfaire. Le beau temps, ce n'est pas nécessairement le soleil et la chaleur, c'est quelque chose dont on peut être content. Alors, c'est la raison pour laquelle je ne place pas de syllogisme derrière les enchaînements du discours. Et notamment derrière « il fait beau, donc Pierre est content », je ne vais pas placer un syllogisme, je ne vais pas placer une prémisse implicite, majeure, comme disent les logiciens, quand il fait beau, Pierre est content. Parce que pour moi, le contentement, il est déjà dans le mot « il fait beau ». Et lorsque c'est il fait chaud, donc Pierre est content, le contentement, il intervient nécessairement pour déterminer de quelle chaleur il s'agit. Ce n'est pas n'importe quelle chaleur qui peut introduire le contentement, et ce n'est pas n'importe quel contentement qui introduit la chaleur. Pierre vient peut-être d'être quitté par la petite amie qu'il adorait, et il n'est pas content, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais d'une façon générale, moi je refuse absolument l'introduction du raisonnement dans les enchaînements, l'introduction du raisonnement dans les enchaînements du discours. Je ne vois pas les enchaînements du discours comme des expressions superficielles d'un raisonnement sous-jacent. Et ce qui me renforce dans cette opinion, c'est cette dualité que j'ai signalée entre donc et pourtant. Je peux dire « il fait chaud », donc il fait beau, donc Pierre est content, ou bien il fait beau, pourtant Pierre n'est pas content. S'il y avait une prémisse implicite, chaque fois qu'il fait beau, Pierre est content, eh bien, le pourtant serait tout à fait impossible. Et l'existence du pourtant que je mets sur le même plan que le donc me semble indiquer l'impossibilité de transformer en syllogisme les enchaînements du discours. Si, d'une façon plus générale, lorsque Aristote a inventé le syllogisme, ce n'était pas pour décrire la langue, en tout cas j'espère qu'il ne prétendait pas décrire la langue avec ses syllogismes, simplement il a essayé, à partir de la langue qui ne comporte pas de syllogisme, de construire un instrument rationnel, selon lui rationnel, et cet instrument, c'est le syllogisme, si vous voulez. Moi, je pense que la logique n'est pas sous-jacente à la langue, mais que la logique a été fabriquée à partir de la langue par une sorte de purification ethnique de la langue et parce qu'elle permet une utilisation intéressante de la langue.
Mais elle n'est pas dedans, hein, elle vient après. J'ai été frappé que vous avez insisté sur le donc avec son caractère normatif et sur le pourtant avec son caractère de transgression. Oui. Qui dit normatif et qui dit transgression fait appel à des règles. Oui, tout à fait. Bien. Alors, ma question découle de ces constats, c'est-à-dire que j'ai l'impression que ce qui vous intéresse surtout pour ce qui est du langage, et en tant que linguiste, c'est tout à fait normal, c'est-à-dire ce qui vous intéresse surtout, c'est de voir la cohérence d'un discours. Mais il y a surtout, disons, il y a du cognitif, c'est-à-dire que un discours qui n'est, comment dirais-je, qui ne consisterait qu'en des constats serait un discours, certes, mais qui ferait appel à du cognitif. Or, une langue, à mon sens, est utile pour communiquer entre deux individus, mais bien souvent, la langue doit communiquer de l'affectif. Est-ce que les règles que vous avez données permettent de déceler de l'affectif dans les constats finalement que ces règles déterminent? Ça fait au moins deux questions auxquelles je dois répondre. La première question, sur la première question, je serai entièrement d'accord avec vous. Que l'enchaînement soit transgressif en pourtant ou, comme disons, normatif en donc, cela implique que l'un et l'autre se réfèrent à une règle qui leur est sous-jacente, qui n'est pas du tout une prémisse implicite, mais qui est une certaine vision, une certaine représentation. Par exemple, que je dise « il fait chaud, donc Pierre doit être content » ou « il fait chaud, pourtant Pierre n'est pas content », dans un cas comme dans l'autre, je parle d'un certain type de chaleur, qui est la chaleur susceptible de rendre les gens heureux. Et avec donc, je dis que cette règle a été suivie, avec pourtant Pierre n'est pas content, je dis que cette règle a été transgressée. Bon. Sur ce point-là, je suis absolument d'accord avec vous, c'est vraiment une explicitation dont je vous suis très reconnaissant de ce que j'ai tenté de dire. Maintenant, le problème de la communication de l'affectif, ça c'est un problème redoutable dans lequel je ne suis pas entré, de même que je ne suis pas entré dans le problème de la valeur poétique du langage. Alors, est-ce que l'affectif, moi, là je vous dis ce que j'aurais tendance à croire, mais je n'ai pas les moyens de le justifier, mais je ne me suis pas occupé du problème. Il me semble qu'il ne serait pas absurde, même si c'est un peu attristant, de considérer l'affectif comme du discours et l'expression d'un affect comme simplement un certain nombre d'enchaînements discursifs en donc ou en pourtant. C'est assez décevant comme vue des je t'aime, mais je ne sais pas s'il y a tellement autre chose derrière ces mots affectifs. Bonsoir. Lorsque vous... Voilà, ici. Ah, pardon. Oui. Lorsque vous avez cherché à expliciter la proposition « il est indulgent » et à retrouver une forme complexe sous-jacente, bâtie avec des connecteurs normatifs et transgressifs, je n'ai pas pu résister à la tentation d'y voir le mouvement d'exhumation de structures profondes. Quel rapport a votre théorie avec le générativisme chomskien? Oui. Merci. Alors, est-ce que ce sont des structures profondes? Bien sûr, ce sont des structures profondes en ce sens que c'est quelque chose qui est sous-jacent au mot, mais chaque fois qu'on parle de signifier, on parle en un certain sens de structure profonde. Simplement, le caractère original des structures profondes dont je parle, mais dès qu'il y a signifié, il y a structure profonde. Le caractère original des structures profondes dont je parle, c'est qu'elles sont simplement des ensembles de discours. Je ne sais pas si les structures profondes de Chomsky étaient de ce type, mais pour moi, si vous voulez, c'est ce signifié qui est constitué de structures profondes complexes, ce sont simplement des ensembles de discours.
Alors, je pense que c'est un petit peu différent de ce que Saussure appelle structure profonde et qui lui sert avant tout à résoudre des problèmes de syntaxe, ou de ce que d'autres gens appellent structure profonde. On peut parler aussi de structure profonde logique, enfin, on peut utiliser énormément, à propos d'un très grand nombre d'objets, cette notion de structure profonde. Chaque fois que l'on décrit un objet par quelque chose qui n'est pas lui, eh bien, évidemment, on lui met une structure profonde. Mais il y a des structures profondes d'ordre tout à fait différent. Est-ce que et où vous intégrez la valeur prédicative vrai ou faux à votre théorie? Soit, qu'en est-il du non-sens? Bon. Alors, premièrement, à propos du vrai et du faux, je dirais « connais pas ». C'est-à-dire que j'essaye de ne pas faire intervenir les notions philosophico-logiques de vrai ou de faux. Mais ça n'empêche pas qu'en tant que linguiste, j'ai à décrire les mots français vrai et faux, qui sont des mots français, mais qui n'ont rien à voir avec ce que les logiciens entendent par vrai et faux. Ce sont les notions logiques de vrai et faux dont je me désintéresse absolument. Enfin, ça ne fait pas partie de mes instruments de travail, mais bien sûr, j'ai à décrire les mots vrai et faux. Et ce n'est pas facile de décrire ces mots vrai et faux. Si je vois quelqu'un... Si je vois, il s'agit de résoudre un problème pratique. Moi, je pense qu'il faut résoudre ce problème à l'aide d'un ciseau. La personne qui est avec moi pense qu'il faut le résoudre à l'aide d'une pince. Je m'aperçois que moi, je rate avec mon ciseau et elle réussit avec la pince. Et je lui dis, tu étais dans le vrai. Qu'est-ce que ce vrai a à voir? C'est ce vrai que moi j'ai à décrire, et ce vrai n'a aucun rapport avec le vrai des logiciens. Bon, alors maintenant, le non-sens. Personnellement, je ne vois pas... Enfin, ce n'est pas non plus une catégorie dont je me servirais. Je me servirais de la notion de paradoxe. Nous avons des énoncés paradoxaux que nous définissons d'une certaine façon, mais a priori... Je ne vois aucune raison pour déclarer qu'un énoncé est un non-sens, sauf bien sûr si celui qui a énoncé cet énoncé l'a énoncé afin de produire un non-sens. Bien sûr, je peux choisir quelques mots que je mets ensemble avec l'idée « Ah ben ça va faire un non-sens ». Là, moi, j'ai rien à dire contre... Je reconnais, c'est un non-sens, mais les mots, les phrases que je rencontre et qui sont effectivement et sérieusement prononcées, je refuse de les considérer comme des non-sens. Merci. Croyez-vous que le calcul propositionnel est la meilleure façon d'avoir un sens des phrases? C'est la première question. Deuxième question, vous avez dit une phrase, ceci, donc cela, la négation, c'est ceci, pourtant cela. Oui. Pourtant cela. Alors, est-ce que c'est peut-être dans le calcul propositionnel, on dit non ceci ou non cela? Oui. Bon, alors, je commence par répondre à la deuxième question. Il me semble que les connecteurs sémantiques dont j'ai parlé, aussi bien donc que pourtant, n'ont aucun correspondant dans le calcul propositionnel. Et là, je me référerai à la réponse que j'ai faite tout à l'heure. Le calcul propositionnel, comme les autres systèmes logiques, ont été écrits par épuration du langage. Il serait, à mon avis, complètement absurde de les penser sous-jacents au langage. Bon. En ce qui concerne le calcul propositionnel, c'est une forme archi-simplifiée de la logique. Il y a des logiques des milliers de fois plus compliquées, plus intéressantes que le calcul propositionnel. C'est vraiment la base la plus élémentaire de la logique. Et si j'ai parlé un petit peu de logique ici, c'était surtout, j'en ai d'ailleurs très peu parlé, mais si
ce que j'ai dit visait sans doute cette base élémentaire qu'est le calcul propositionnel. Bon, alors, il se pose le problème. Est-ce que les logiques plus élaborées que le calcul propositionnel, et on en construit tous les jours des dizaines de logiques tout à fait sophistiquées, est-ce que ces logiques plus élaborées peuvent éviter les défauts du calcul propositionnel en ce qui concerne, je dis bien, en ce qui concerne la description des énoncés de la langue? À mon avis, ce n'est pas du tout la tâche d'un logicien que d'écrire les énoncés de la langue. Mais c'est tout à fait différent. La tâche d'un logicien, c'est de servir à la science. Les gens du Moyen-Âge disaient « la logique, c'est la servante de la science ». Par science, ils entendaient théologie, d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre problème. Mais donc, la logique, elle n'a pas à trouver les structures profondes de la langue. À mon avis, ce n'est pas du tout sa fonction. Mais elle est très estimable, la logique. Alors, le problème est de savoir si, en compliquant les systèmes logiques, on peut arriver à mieux décrire la langue. Je ne peux pas dire non a priori, je ne sais pas ce qu'on va trouver. On en trouve tous les jours tellement que je n'ai aucune réponse possible. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est pas dans ce sens que je travaille. Et si je ne travaille pas dans ce sens, c'est que je pense que tous les systèmes logiques, même infiniment élaborés, reposent fondamentalement sur les notions de vrai, de faux et d'inférence, avec un certain nombre de raffinements. Et ce sont ces notions de vrai, de faux et d'inférence ou de raisonnement qui, à mon avis, sont dont, personnellement, je veux me passer pour décrire le langage. Merci Oswald Ducrot.